Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle après-midi. J'ai mis du temps à trouver ce que j'allais vous raconter parce qu'il est très très difficile d'intervenir sur un tel sujet aussi lourd que l'héroïsme après autant de sommités intellectuelles et de héros qui viennent présenter ce qu'ils sont. Et donc je me suis dit que j'allais faire simple en fait, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire de ma rencontre à moi avec le monde des héros, un des mondes de héros puisqu'il en existe plein et qui est notamment finalement à la base de cet après-midi ensemble aujourd'hui par jeu de dominos. Il y a 4 ans, j'ai eu le privilège immense d'intégrer la réserve citoyenne de la Marine nationale, donc en tant qu'officier de réserve. Et en cette qualité, j'ai pu embarquer sur un BPC. Donc un BPC, c'est un bâtiment de projection et de commandement, un porte-hélicoptère. Donc c'est un énorme mammouth d'acier de 12 étages qui part en mer pendant plusieurs mois pour faire des missions et qui embarque à son bord 400 hommes, 27 ans en moyenne. Voilà. Et moi, j'avais la chance, du haut de mes 28 ans, avec mon petit sac à dos, mes grandes lunettes, de participer à un petit bout de vie de cette formidable aventure. Je me rappelle très bien, je suis arrivée, il y avait l'entrée, enfin évidemment c'est pas comme ça que ça s'appelle, et j'ai regardé l'énorme truc et je me suis dit waouh, j'étais ultra impressionnée. Et je suis rentrée et j'ai vite cherché en fait du regard quelqu'un pour me sentir un peu moins seule, un peu moins petite, un peu moins rien du tout dans cet univers de militaire. On est parti et là j'ai repéré en fait du coin de l'œil un garçon qui avait l'air aussi paumé et mal à l'aise que moi. Alors évidemment j'y suis allée parce que c'est plus facile d'être deux paumés que toute seule. Lui il était par contre habillé en militaire. Ça m'a interpellée, j'ai posé plein de questions. Alors t'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Pourquoi t'as l'air perdu comme ça? T'es qui? Je suis un marin. Merci. Voilà, super. Non mais en fait tu fais quoi? Je suis officier de marine. D'accord, très bien. Mais avec mon imaginaire, donc tu fais quoi? T'es dans les sous-marins, t'es pilote d'hélicoptère, t'es agent secret, tu fais quoi? Non, je suis... en fait, je suis pas un marin sur la mer, je suis un marin sur la terre. Ok, très bien, super. Je creuse et en fait, j'oblige le taiseux au fur et à mesure des kilomètres de mer qu'on avale à se libérer un peu davantage. Et là, je comprends qu'en fait, il est commando marine. Alors moi, je savais pas ce que c'était qu'un commando marine. Donc je continue à poser des questions. Et là, il commence à me parler des forces spéciales de la Marine nationale. Et je finis par comprendre avec mon langage de néophyte que c'est un combattant. Et que sa vie, c'est d'aller se battre, en fait. C'est accessoirement de nous protéger, accessoirement de tuer des gens. Voilà. Et c'est ça sa vie et c'est sa normalité. Je suis un peu interpellée. Je suis interpellée par son rétex et je suis interpellée aussi par ce que je lis au fond de ses yeux, un espèce de filtre un peu gris, un peu bizarre, un truc qu'on voit souvent chez les gens qui sont très très vieux, qui ont tout vu, qui ont tout vécu, et lui qui a 35 balais, en fait, il a déjà un peu ça au fond de lui. Mais ça tombe bien parce que finalement, j'ai tout un embarquement pour essayer de creuser le sujet. Alors du coup, je lui colle au basque pendant plusieurs jours, et je passe mon temps à lui poser des questions. On se retrouve dans ce qu'on appelle le radier, parce que finalement, un porte-hélicoptère, c'est comme une grosse baleine qui avale des bateaux. Et donc, au cul du porte-hélicoptère, il y a des bateaux qui peuvent rentrer. Et là, vous pouvez respirer, vous pouvez voir des dauphins. Enfin, c'est juste incroyable. Et donc, je reste des heures durant là-bas avec lui à lui poser 50 000 questions. Et je commence à rentrer un petit peu dans sa vie, dans l'histoire, la petite histoire de sa vie à lui et la grande histoire, en fait, qui se cache derrière. Il me parle d'Afghanistan, il me parle du Levant, il me parle du Mali, il me parle de Libye, il me parle de mission, il me parle d'OPEX, il me parle de voyage. Je comprends qu'il est en CDD. Alors effectivement, moi je viens du monde de l'entreprise, je trouve ça bizarre. Je comprends qu'il est divorcé aussi, comme tous ses potes en fait, comme beaucoup des mecs aussi qui étaient sur le bateau, qu'ils ont tous un gros problème avec les femmes, parce qu'elles restent pas et qu'elles partent quand ils sont pas là. Je comprends tout ça et je creuse. Et là, en fait, au fil de ces témoignages, où il mélange les lieux, les dates, les personnages, pour que je comprenne pas véritablement ce qu'il fait, il y a comme une mise en abîme dans l'abîme. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement fort, parce que j'ai eu l'impression, en fait,
avec beaucoup d'humilité, mais de comprendre un petit peu mieux, de toucher du doigt une aventure qui n'était pas la mienne. Et si je prends du recul par rapport à ce que j'ai compris de ces histoires, puisque c'est ça qu'il me racontait, c'est un espèce de père castor militaire, il y avait 3 personnages qui revenaient systématiquement dans toutes les histoires, parfois comiques, parfois tragiques. 3 personnages. Les premiers personas, en design thinking on parle comme ça, c'était les animaux. En fait, à chaque fois qu'il me racontait une histoire, souvent qui se finissait, quand même, c'est un peu chaud les histoires, vous avez suivi ça cet après-midi, c'est pas des histoires classiques, traditionnelles. Il y a toujours un animal quelque part. Donc c'était du style, voilà, on a fait un raid, j'ai perdu un mec, et puis on est revenu, et puis au camp, en fait, il y avait une antilope, et c'était un bébé antilope, et comme elle avait plus sa maman, donc on lui donnait le biberon, et on l'a fait grandir. Ah ouais. J'étais avec les Navy Seals, et puis il y avait une attaque de drone, nanana, bah, super. Et puis en revenant, en fait, il y avait un chiot sur la route, et on a récupéré le chiot, et du coup, c'est devenu le chien du camp. Et c'était hyper étonnant, parce que je me suis fait la réflexion, il y a 4 ans, c'est comme si, pour ces mecs, puisque les commandos, c'est que des hommes, qui se battent pour que l'humanité reste humaine avec l'inhumanité qui caractérise le fait guerrier, ben, les animaux, en fait, c'était comme des petits totems qui vous permettent de rester humain. Ça, c'était le premier persona qui était récurrent dans les histoires. Le deuxième, c'était les barbus. Les barbus, en fait, ils peuvent être barbus ou pas, à la limite, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. Le barbu, c'est son job, en fait. Le barbu, c'est le terroriste. Le terroriste, qui n'a pas vraiment d'identité, probablement que c'est une façon de se protéger. Et puis le troisième, c'était les autres. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à cartographier qu'est-ce que c'est que les autres. Les autres, c'est nous. Les autres, c'est tout le monde. C'est tout cet autre monde qui n'est pas le leur, parce que finalement, ils vivent dans une toute petite bulle qui est très protégée. Et ils regardent finalement assez peu ce qui se passe ailleurs, de la même manière qu'on regarde assez peu ce qui se passe dans leur bulle à eux. Les autres qui sont à la fois une source de reconnaissance immense, une source d'indifférence immense, une source de souffrance immense. Et entre ces deux mondes qui ne se parlent pas, un océan d'ignorance. Forcément, c'est une aventure qui ne vous laisse pas vraiment indemne. J'ai essayé de comprendre, du coup, pourquoi tu as cette vie romanesque, tragicomique, pourquoi tu as ce voile gris au fond des yeux, alors que tu n'as que 35 ans et on dirait que tu es déjà vieux. Pourquoi tu as fait ces choix? Et finalement, c'est quoi la différence intrinsèque entre toi et moi? Et là, en fait, j'ai compris que tout ce qu'on pouvait projeter était assez faux en tant que civil, en tant que citoyen. Non, ils ne s'engagent pas pour nous. En tout cas, pas tous, pas dans la majorité. Non, ils ne s'engagent pas vraiment pour l'État non plus, si on se dit les choses comme elles sont. Non, ils ne s'engagent pas non plus seulement pour l'aventure, même si ça peut jouer un rôle au début, quand on décide d'y aller. Oui, sur le terrain, dans le feu de l'action, on s'engage pour les autres, l'équipe. Et ça, vous l'avez beaucoup vu cet après-midi. En réalité, ils s'engagent surtout dans une espèce de quête d'absolu de soi. Ils s'engagent, la plupart d'entre eux, pour être intensément. Et j'ai trouvé une phrase d'Albert Camus qui reprend exactement ça, ce que j'avais ressenti il y a 4 ans. Il dit « Les héros ont notre langage, notre faiblesse, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau, ni plus édifiant que le nôtre, mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin. » Et je crois que c'est un peu le point commun qu'on a vu finalement de tous les témoignages magnifiques qu'on a eus cet après-midi. C'est quels que soient les univers, ce sont des gens qui ont le panache d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes intensément et d'être intensément. Alors j'étais en mer de Chine sur un porte-hélicoptère, moi la petite entrepreneure militante féministe avec mes lunettes rouges, totalement improbable. Et puis à un moment donné, une nuit, il y a eu un truc dingue qui se passe que sur l'océan, il y a du plancton luminescent en mer de Chine. Et avec la pleine lune, on a l'impression d'être sur une planète Mars en fait. Il y a tout qui brille autour de vous. Et là j'ai réfléchi à ce que j'étais en train de vivre en tant que petit être humain civil, citoyen, et juste j'hallucinais. En fait, j'ai halluciné de cette coexistence des mondes dont a parlé Yannick Agnel. Effectivement, moi j'avais l'impression qu'on vivait dans un monde interconnecté, transparent, ouvert, avec une ère de l'information où tout va super vite, et que finalement, ok, il faut chercher l'information dans un flot de fake news, mais quand même,
on a accès à une bonne compréhension du monde qui est le nôtre, et en fait, non. Et en fait, je venais de découvrir un monde dont j'ignorais complètement l'existence. Le deuxième truc qui m'a fait halluciner, c'est qu'au fur et à mesure de ces histoires qu'il m'a racontées, qui ne sont rien d'autre finalement que ses aventures de vie à lui, et qu'il a vu mes yeux grandir comme des soucoupes, parce que clairement, en fait, c'était hallucinant pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et je pense qu'on est beaucoup dans la salle dans cette situation. En fait, il était presque gêné de mon admiration, en disant « Mais attends, toi, t'es un entrepreneur, en fait, tu crées de l'emploi, tu fais des trucs pour les femmes, waouh, tu gères des comex et tout, c'est incroyable. » En disant « Nous, on est juste des petits militaires combattants, hein, c'est rien du tout. Hein. » Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un héros qu'il ignorait qu'il en était. Et que ça, c'est souvent le cas de beaucoup de héros, des vrais. C'est qu'on ne sait pas qu'ils existent et en fait, eux non plus ne savent pas qu'ils en sont. Et c'est probablement un message important qu'on voulait faire passer cet après-midi. Alors depuis que j'ai réatterri sur la Terre, que j'ai eu d'ailleurs le mal de terre, c'est quand vous avez le mal de mer sur la Terre, que j'ai eu la chance de réembarquer, je me suis un peu prise d'amour pour cette population militaire au sens large, pour cette population de héros qui transcendent là pour le coup l'aspect militaire, et j'ai essayé à ma petite échelle d'entrepreneur de les mettre en lumière, ces gens qui sont plus intéressants finalement pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils font. Et avec le recul, avec 4 ans de relations avec ces gens un peu hors du commun, qu'on trouve dans toutes les sphères de la société, il y a 4 ingrédients qui pour moi constituent l'étoffe du héros que je voulais vous partager. Alors c'est complètement subjectif, hein, ça n'est que mon humble opinion. Le premier, c'est une sorte de candeur, de naïveté, d'inconscience. On a parlé de courage, en fait je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait le cas. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi beaucoup de naïveté. Les héros sont frais, ils se laissent aller. Ils ne théorisent pas leur courage. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'en ont pas vraiment le temps. Le deuxième, c'est l'irrévérence. Le héros, la plupart du temps, en fait, c'est un peu un rebelle. Et le moment où il va être un héros, il a fait ce pas de côté. On n'est pas tout à fait un héros dans le respect strict des lois, des normes, des codes, des attendus. Il y a un moment donné où on va se laisser aller, on va transgresser ces codes-là. Le troisième ingrédient, c'est un rendez-vous avec l'époque. On ne peut pas être un héros toute sa vie. On est un héros parce qu'il y a un momentum. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et le quatrième ingrédient, c'est probablement le plus difficile, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à qualifier. Le terme que j'ai trouvé le plus juste, c'est une pulsion d'humanité. Est-ce que finalement, ce n'est pas précisément ça qui détermine et qualifie notre humanité ordinaire que cette capacité, à un instant T, à se transcender, à se laisser aller et à faire des choses extraordinaires. Et finalement, en filigrane de toutes les interventions de cet après-midi, il y a une question qui se pose, et évidemment, je n'ai pas la réponse, mais elle flotte dans l'air, elle est prégnante. C'est, n'est-ce pas, le héros que nous pouvons être qui fait de nous fondamentalement les humains que nous sommes? Le rapport entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et la capacité que nous avons en tant qu'êtres humains à se transcender. Et ça, je pense que pour les chefs d'entreprise, pour les managers, pour les leaders qui sont dans la salle, c'est une vraie question qui innerve nos organisations au quotidien. Voilà, merci infiniment de votre attention, merci d'être restés si nombreux. Et on aura le plaisir d'investiguer d'autres sujets à la croisée des mondes pour une 3e édition, je l'espère.